Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. C'est quoi le problème ? C'est un gros problème. L'Institut national de la consommation va disparaître et avec cette liquidation, c'est le magazine 60 millions de consommateurs qui va s'interrompre purement et simplement. Ça fait partie du plan de budget, ça fait partie du budget. On a eu Lionel Moguin, nous, à plusieurs reprises avec Gilles. On a fait beaucoup d'émissions de 60 millions pour les soutenir. Et le coup près est tombé. Plus de 60 millions de consommateurs. Bah oui, l'INC liquidé dans le nouveau budget, c'est effectivement l'Institut national de la consommation, l'établissement public qui éditait ce magazine 60 millions de consommateurs, qui est à l'origine quand même de pas mal de scandales liés à la grande consommation. Donc se pose maintenant l'avenir de ce titre emblématique qui existe depuis une cinquantaine d'années. Est-ce qu'il va disparaître ? Est-ce qu'il va être privatisé, revendu ? Bah oui, mais est-ce que un serial lanceur d'alerte comme ça peut avoir un modèle économique pour vivre dans le privé de la même façon, dénoncer des scandales régulièrement ? Voilà, ça se pose beaucoup de questions avec la même indépendance. C'est la question d'un contre-pouvoir. On peut s'interroger à l'heure où les consommateurs sont de plus en plus inquiets. On va en parler avec Lionel Moguin dans un instant, délégué du syndicat national de 60 millions de consommateurs. On va l'avoir avec nous. Nous, on va revenir sur ces refus d'obtempérer. Alors, vous avez entendu Jean-François Aquili qui en a parlé assez longuement. Nous, on va débattre de ce phénomène qui est absolument scandaleux, effarant, 28 000 ou 26 000 depuis un an, avec 5 nouveaux cas la nuit dernière, en 2 jours, avec une jeune policière de 22 ans traînée sur plusieurs mètres. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas aujourd'hui trouver de solution ? Est-ce qu'il faut durcir la législation ? On va en parler avec vous, 0826 300 300. Est-ce que vous voudriez d'un patron à l'Élysée ? Gilles, vous en voudriez d'un patron à l'Élysée plutôt? Oui, ça dépend quel patron. Pas des patrons à l'Élysée, des patrons à l'Élysée, mais on a eu des ministres qui ont été patrons. Comme chef de gouvernement, 6 Français sur 10, selon un sondage, préféreraient que ce soit un patron qui gère l'État à la place comme en tant que président de la République. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Et puis hôpital, cantine scolaire, la restauration collective, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Sommes-nous condamnés à mal manger ? On va là aussi en reparler. C'est quoi le problème, Félix Mathieu ? Faites-nous un petit point sur cette nouvelle absolument dévastatrice, la fin de 60 millions de consommateurs, la fin de l'Institut national de la consommation. Bah oui, quel est le point commun entre les pesticides dans les couches et les protections périodiques et les toxiques dans les parfums d'ambiance ? Ce sont quelques-uns des scandales révélés par 60 millions de consommateurs en plus d'un demi-siècle d'existence, tout comme, par exemple, les pratiques abusives des contrats d'assurance obsèques, les métaux lourds dans les vapoteuses, les traces de médicaments dans les eaux en bouteille. Si on remonte un peu plus loin, dès les années 70, il y avait eu le veau aux hormones, les sièges auto dangereux pour les bébés. Donc, quelque part, en fermant l'Institut national de la consommation, l'INC, l'État ferme ce titre. Il y a aussi beaucoup de juristes qui accompagnent les consommateurs, mais il y a aussi ce titre emblématique, 60 millions, qui pourrait fermer ou être privatisé. Mais bon, ça pose question. Un média qui jusqu'ici était plutôt de service public, qui un peu lanceur d'alerte, qui vivait sans publicité. Est-ce que c'est vraiment privatisable, en tout cas en gardant quelque part son âme? C'est la question que ça pose et beaucoup en doutent. Il y a eu récemment une tribune dans Le Monde avec des politiques, des responsables associatifs, syndicaux qui dénoncent justement la destruction d'un contre-pouvoir. Inquiétude donc pour le titre, pour 60 millions, mais aussi pour ceux qui le font vivre, une 50aine de salariés et puis une dizaine de pigistes réguliers. Oui, et en fait, il se dit que ça fait longtemps que l'État voulait la peau de 60 millions de consommateurs. Je vois déjà des réactions et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. François nous dit que ce magazine disparaisse va arranger pas mal de monde. Et puis, une autre auditrice nous dit dès que quelque chose est bien, ça s'arrête. Et puis quand on voit les scandales des opériers ou des scandales actuels du lait, on sait bien qu'il y a une nécessité quand on ne sait plus ce qu'il y a dans nos aliments, dans différentes choses de ce qui vient aussi. C'est eux qui ont été aussi sur le scandale de Chine. On ne sait plus aussi ce
ce qui nous arrive des autres pays, évidemment que c'est nécessaire. Et Nathalie dit qu'il n'y avait pas d'autres instituts à fermer pour faire des économies et moins utiles que ne l'est 60 millions. C'est vrai on y est attaché à ce titre. On va en parler avec Lionel Moguin dans un instant. Parce que l'argument, évidemment, ça va être du côté de l'État de faire des économies tous azimuts, mais bon, on se dit ça tombe sur l'Institut national de la consommation, sur 60 millions. Ceux qui défendent le titre, qui s'inquiètent de sa possible disparition, nous disent que 2,7 millions par an, c'est quand même 3 fois moins qu'il y a quelques années. Donc déjà, la dotation publique, elle avait quand même déjà fortement baissé. Et puis, il y a cette idée, on va l'entendre avec Lionel Moguin, cette idée que peut-être l'État, quelque part, a empêché 60 millions de se développer, l'a dissuadé de faire des campagnes de pub, de recrutement d'abonnés pour pouvoir lui dire derrière, ça n'a pas assez marché en tout cas, et justifier que, on s'en sépare plus ou moins. En tout cas, on privatise l'établissement public qui l'édite à l'INC. On est en ligne avec Lionel Moguin. Bonjour, délégué du syndicat national de l'ECRI-CFDT à l'Institut national de la consommation, qui édite donc 60 millions de consommateurs. Lionel, on vous a soutenu, on a signé les pétitions, ça n'a pas suffi et il y avait une volonté. Pourquoi ? C'est la question qui nous vient à l'esprit ce matin. Pourquoi fermer cet Institut national de la consommation qui rendait des services, qui étaient utiles, et en plus avec ce magazine 60 millions de consommateurs qui, comme l'a dit Félix, a levé un certain nombre de scandales. Oui, merci Valérie de nous recevoir à nouveau. Personne ne comprend l'origine de cette fermeture, de cette liquidation, puisqu'on est liquidé, c'est l'INC qui est liquidé. Et j'ai pas la réponse à votre question. Pourquoi ? Moi, je rencontre que des gens qui disent qu'il faut sauvegarder 60 millions de consommateurs, que c'est très important dans le débat public, que c'est pas nous qui ruinons les finances de la France, et que nous sommes des lanceurs d'alerte par nos essais, nos études, nos enquêtes. Et donc, je n'ai pas la réponse à cette question. Pourquoi ? C'est officiellement pour faire des économies, puisque c'est dans la loi de budget. Ça tient pas debout. Vous savez combien va coûter la liquidation de l'INC ? Ça va coûter entre 8 et 11 millions. Et cette somme, on aurait pu l'investir dans un plan de relance. Autre chiffre, c'est qu'en 2025, nos comptes seront à l'équilibre. On a fait une bonne année, on a fait des bonnes ventes de hors-série notamment. Vous avez reçu pas mal de fois mes collègues. Non, l'argument budgétaire ne tient pas davantage debout. Donc, maintenant, moi qui suis là depuis 25 ans, je peux vous dire que ça fait des années que l'État essaye de se débarrasser de l'INC, Bercy notamment. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont eu notre scalp et qu'ils sont parvenus à leur fin. Vous sous-entendez qu'il y a des lobbies d'entreprises qui voulaient votre scalp ? Il y a des hauts fonctionnaires. Ce sont des hauts fonctionnaires. Moi, j'en ai rencontré des gens qui m'ont expliqué pourquoi il fallait qu'on disparaisse. Moi, je ne crois pas au lobby d'entreprise. Olivia Grégoire, l'an dernier, en 2024, nous avait proposé un plan de relance sur 3 ans. Elle avait consulté les professionnels et les professionnels avaient dit oui, il faut conserver 60 millions de consommateurs parce que c'est un magazine de service public. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la dénonciation des produits ou des services défectueux, on siège dans des commissions pour améliorer les produits et les services. Nos ingénieurs sont à l'AFNOR, par exemple, pour faire améliorer les normes. Donc, c'est pas uniquement un travail de dénonciation ou de conseil aux citoyens. C'est aussi contribuer à l'amélioration des produits et services. Et quand vous dites liquider, ça veut dire que vous ne serez pas racheté ? Alors, ça va être la prochaine étape. Et j'espère que Sud Radio et tous les médias, parce qu'on est un bien commun, vous avez le droit d'avoir une opinion sur un repreneur. Vous avez le droit de dire lui oui peut-être, lui non. Nous en tant que salariés évidemment on aura évidemment notre mot à dire, mais ça doit rester un bien commun dans l'intérêt général, et ça je pense qu'on le défendra. Évidemment, c'est une marque qui est connue par tous les Français. C'est très intéressant pour un éditeur. Bien sûr, c'est une marque très forte.
on doit rester dans le non lucratif, parce que de par le monde, il n'existe pas de revue consumériste qui est éditée par un éditeur privé. C'est soit l'État, soit une association. Donc il faudrait rester dans le non lucratif. Oui. Donc on va voir ce qui va se présenter. Nous-mêmes, on a peut-être des propositions, peut-être une fondation, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un jour de funérailles, si vous voulez, puisque le budget a été adopté définitivement et cet institut qui existait depuis 60 ans, disparaît. C'est combien de personnes l'INC, tous les salariés qui travaillent dans les laboratoires, au-delà même du journal? Eh bien, à la rédaction, on est une vingtaine avec une dizaine de journalistes. On a 6 ingénieurs, on a 5 juristes et on a les fonctions support. On a aussi quelque chose qu'il faut qu'on vous signale, qui va, alors là, pour le coup, disparaître, c'est l'émission Consomag à la télé que nous produisons. Pareil, c'est une émission d'information et de conseil aux consommateurs qui est diffusée par les chaînes du service public. Là encore, elle est abandonnée, elle va s'arrêter. Et donc, ce qui est déplorable, c'est qu'on détruise alors qu'on avait les moyens de construire. Bon, on va se retrouver dans un instant, 0826 300 300. On sent nos auditeurs assez émus. C'est vrai que c'est une marque, je disais, très forte, un titre auquel on est très attaché. Donc, appelez-nous pour réagir, 0826 300 300. Est-ce que vous achetiez ce journal? Est-ce que vous êtes concerné et dépité par sa disparition? On en parle avec vous, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est de retour avec vous, on parle donc de la liquidation de l'Institut National de la Consommation et de ce fait de la fin du magazine 60 millions de consommateurs, en tout cas dans un premier temps. Peut-être y aura-t-il un rachat, peut-être que les salariés s'organiseront pour le reprendre, ça peut être peut-être une solution. Lionel Moguin est avec nous, délégué du syndicat national de l'ECRI CFDT à l'Institut National de la Consommation, qui édite donc ce magazine. Et on a en ligne Frédéric avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie, très très heureux d'être à l'antenne. Écoutez, moi je trouve ça assez lamentable quand même. Bon, on avait cet organisme, on avait au moins quelque chose à peu près. Bon, c'était peut-être pas l'idéal, mais c'était déjà pas mal. Faut dire ce qui est, faut regarder un petit peu la création de tout ça. Ça a levé quand même pas mal par le passé de problèmes et tout ça. Alors, c'est encore un coup de, je sais pas si c'est des économies ou pas, j'en sais rien. Non, mais c'est lamentable. Franchement, voilà. Vous l'achetiez le journal? Pas régulièrement, mais j'y étais abonné pendant certains temps, quelquefois un peu moins. Vous savez, il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai toujours, généralement, j'ai quelquefois eu des abonnements par négligence, mais sans ça, je le consultais. Oui, mais on voit encore une fois dans il y a une forme de dégoût, de dépit, et ce sont les consommateurs qui trinquent parce que c'est un institut, c'est un journal qui était utile, qui était utile. Donc Lionel Moguin, vous nous dites que vous n'avez pas la réponse au pourquoi de la suppression de cette INC. Vous gêniez, demande Marc, un auditeur. Tout ce que je sais, c'est que les députés se sont prononcés en commission des finances et commission des affaires économiques, et à l'unanimité, ils avaient repoussé le projet de liquidation présenté par le gouvernement. Donc, on tombe à cause d'un 49.3, mais les députés étaient de votre avis qu'il fallait conserver, qu'il fallait moderniser et transformer l'INC et 60 millions de consommateurs, chose qu'on n'a pas pu faire faute de moyens ces dernières années, et par le blocage de Bercy, encore une fois. Désolé d'insister, mais c'est plus une acrimonie de Bercy, des fonctionnaires de Bercy qui, pour des raisons budgétaires dogmatiques, peut-être qu'ils considèrent que l'État doit pas faire de journaux, par exemple. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, l'INC va être liquidée, mais que nous, on va se battre, évidemment, et je pense que vous seriez d'accord avec ça, pour conserver la ligne éditoriale de 60 millions au sein d'un groupe privé, alors associatif ou pas, mais en tout cas,
c'est un peu notre mission aujourd'hui, c'est que la vie doit continuer, que la mission de ce titre qui est symbolique, qui est une référence. Aujourd'hui, la consommation, elle est abordée par les influenceurs, elle est abordée par l'intelligence artificielle. Les citoyens ont besoin de références en matière de crédibilité, d'expertise en matière de conso. Et donc, c'est ce qu'apportait 60 millions de consommateurs, c'est de l'information. C'était notre mission décrétée par le Code de la consommation. Et cette mission, elle doit continuer. On ne peut pas imaginer que les gens seront livrés uniquement aux influenceurs pour s'informer sur les produits, avoir des conseils pratiques en matière de consommation. Non, mais en plus, ce sont des tests longs, des tests qui coûtent cher, des tests fiables. Vous avez sur les lessives, il y a eu tout un tas d'enquêtes qui ont été faites, qui sont implacables et incontestables. Donc c'est là sur l'indépendance qu'il faut insister, sur le sérieux que représentent les enquêtes, les tests qui sont faits par 60 millions. Oui, ce sérieux, il va jusqu'à, quand on fait un essai, on transmet les résultats aux professionnels qui peuvent y répondre. Et c'est pareil quand on fait une enquête ou une étude. C'est pas à charge contre les professionnels, même si le ton doit être libre et qu'on doit dire ce qu'il est. Donc, c'est encore une fois une volonté de construire un monde conso meilleur dans l'intérêt des citoyens, et c'est ça qui va disparaître aussi. C'est pas uniquement un lanceur d'alerte. On contribue à ce que on ait des meilleurs produits. Alors, et puis on n'hésite pas aussi, parce que ça fait partie de notre métier, de diffuser les résultats gratuitement auprès des médias. Quand il y a une alerte à lancer, nous on passe régulièrement dans les médias pour parler, pour donner des conseils. Valérie, on se connaît depuis longtemps. Oui. Donc c'est aussi ça, 60 millions de consommateurs. C'est pas simplement à destination des lecteurs. Quand il y a une alerte grave, bien sûr, ça concerne les industriels. Une des raisons qui a été aussi donnée, c'était ce n'est pas à l'État de le faire, mais au privé. Et on vous a souvent opposé à UFC que choisir. Que pensez-vous de cet argument ? Alors, il y a eu beaucoup d'arguments fallacieux, et c'est ça qui est pénible, qui ont été diffusés par le gouvernement. Parmi les arguments, c'était il n'y a pas la place pour 2 revues consuméristes dans le monde. Il y a pas, enfin, ce qui est faux. En Angleterre, vous avez 2 revues. En Allemagne, vous avez plusieurs revues. Donc ça tient pas debout. L'UFC, que je veux dire, c'est une association et qui a pour ambition de défendre les intérêts des consommateurs. Et ils ont possiblement la possibilité d'attaquer en justice. Ils ont des positions de défense des consommateurs. Nous, on est dans l'information. C'est-à-dire que, évidemment, on prend le point de vue du consommateur, mais on donne des références juridiques. Si on vous dit vous pouvez contester telle chose, voilà comment il faut faire. C'est plus de l'information citoyenne qui passe aussi par Consomac, par exemple. Donc c'est de l'information et de l'aide aux associations de consommateurs. C'est-à-dire qu'on relaye, ça va continuer quand même. On relaye les travaux des autres associations de consommateurs, la CLCV notamment, mais l'UNAF. J'ai travaillé avec l'Union nationale des associations familiales sur l'assurance habitation. Dans les secteurs qui sont impactés par le dérèglement climatique. Les assureurs ne viennent plus assurer votre maison si elle est en proie aux sécheresses ou aux inondations. Donc ça, c'est avec des associations. Et la mission de l'INC, c'était aussi de promouvoir les combats des associations de consommateurs. Donc ça va disparaître aussi. Est-ce que le magazine peut continuer à exister sans l'INC ? Quelles sont les pistes pour que ce magazine continue à être publié ? Peut-être sur le numérique, Valérie. Oui. Alors les pistes, pour l'instant, on a peu de questions. On a la même que vous, Valérie. Là, on vient d'apprendre que c'est liquidé, donc c'est... Oui.
la question, enfin, mais vite s'ouvrira le chapitre de la continuité, parce que la vie doit prévaloir, et donc nous, on doit défendre aussi les salariés Bien sûr. Et les journalistes notamment. On nous a dit plus ou moins qu'il fallait que la mission de gouvernement était maintenant de trouver un preneur crédible. J'espère y être associé assez rapidement, mais encore une fois, vous avez votre mot à dire. Enfin, c'est et qu'est-ce qu'on peut faire justement? Des auditeurs me disent, mais comment est-ce qu'on peut les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment par exemple, à chaque fois qu'il y avait un ministre qui passait. Eh bien, il y avait une question sur le sort de 60 millions de consommateurs, et ça c'est bien aussi de continuer à la poser en disant qu'est-ce que vous allez faire. C'est très important de garder ce magazine dans des bonnes conditions. Donc, il y a un rôle effectivement que vous avez joué à Sud Radio, parce que on se connaît depuis longtemps. Oui. Et puis, l'autre, c'est d'essayer de déterminer nous-mêmes qui pourrait reprendre ce titre sans qu'il y ait un dommage, en gardant cette ligne éditoriale d'intérêt général, tout en ayant un plan de relance économique qui est nécessaire et de transformation numérique. Ouais. Donc, mais je pense que ça doit exister et on va s'y atteler. Et évidemment, on vous en parlera dès qu'il y aura du nouveau, mais c'est vrai que beaucoup d'auditeurs n'avaient pas eu cette information, n'avaient pas compris qu'avec l'adoption de ce budget, cela signifiait la fin de l'Institut national de la consommation, la fin de 60 millions de consommateurs, et donc ils sont un peu abasourdis par cette information. Alors j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que l'affaire des poupées sexuelles de Chine, en fait, a été découverte par une de vos lectrices, par une lectrice de 60 millions de consommateurs qui a déclenché un signalement. Donc il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont inquiets, qui sont vigilants aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus d'arnaques, de plus en plus d'inconnus. On a parlé ici la semaine dernière c'était quoi? C'était pas la shrinkflation, c'était la stretchflation. Donc les industriels sont de plus en plus astucieux, et il est nécessaire qu'il y ait des journaux au-delà de Que Choisir, qui fait aussi son boulot, mais qui est 2 journaux en France, ça n'est pas trop. Non, on est d'accord. C'est intéressant que vous parliez de l'affaire de Chine, parce que en réalité, la dame qui avait repéré ces poupées sur la plateforme Chine avait essayé d'alerter les autorités de Bercy et les signal conso. On lui avait dit que c'était un site étranger et qu'il ne donnerait pas suite. Donc, c'était une lectrice de 60 millions. Elle nous a écrit. Et donc nous, on s'est vite rendu compte que c'était grave cette affaire, et le journaliste qui s'est emparé de la question a appelé la DGCA pour leur demander qu'est-ce qu'ils allaient faire, est-ce qu'ils allaient faire une enquête. Le problème, c'est que la DGCRF, le lendemain, publiait un communiqué de presse en disant voilà ce qu'on a découvert. Donc ils nous ont totalement invisibilisés, et ça fait partie des pratiques de Bercy pour essayer de discréditer, de décrédibiliser l'INC. 60 millions, l'INC. Heureusement, les médias, là encore, ont rétabli la vérité des faits. Le Canard enchaîné et France 2 dans son journal de 20h, mais le mal était fait. Hein. C'était un scoop pour nous qui était considérable. Et encore aujourd'hui, tout le monde l'attribue aux autorités publiques, alors que nous avons sorti cette affaire. Et ça montre aussi à quoi on sert. C'est-à-dire qu'on fait des comparatifs, mais aussi on lance des alertes. On a 3000 mails par mois, des gens qui nous signalent tout un tas de choses. Donc, ça aussi, je pense aussi aux gens qui nous écrivent et qui ont que nous comme interlocuteurs pour faire avancer leur affaire et lancer une alerte aussi. Ouais. Merci Lionel Mauguin, tenez-nous au courant, on est avec vous et on salue tout le personnel. Oui, on salue tous les journalistes. Vous pouvez les saluer pour nous. Absolument. Et dites-nous si on peut faire quelque chose. Et effectivement, cette question, on va transmettre à Jean-François Aquili dans l'interview politique de poser la question aux politiques qui viendront sur son plateau. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'affaire Epstein avec vous, Gilles. C'est dans votre zapping. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour ce 10h midi et nous commenterons l'actualité avec vous au 0826 300 300 avec Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication. Bonjour, qui prodiguait déjà ses conseils. Julien Aubert, président de l'Institut Valmy, vice-président des Républicains. Vous avez été également député. Brice Sokol, politologue, essayiste. Votre dernier livre, Parlons-nous tous la même langue, est paru aux éditions de l'Aube.
Non, c'est pas ça. Juliette n'est pas au point. C'est l'écharpe et les tempêtes. L'écharpe et les tempêtes. À quelques semaines des élections municipales, mais l'autre est très bien aussi, Valérie. Parce qu'il les deux sont très bien. Il va tellement vite. À lire les deux. Je lis bêtement mon conducteur. Les deux sont à lire, Valérie. Les deux sont à lire, effectivement. Vous pouvez rester. Il les sort en même temps, en fait. Et les tempêtes, et c'est un livre indispensable que j'ai lu en ces périodes préélectorales, parce que ça nous parle de ces maires, de ces communes rurales. Vous êtes allé à la rencontre de maires qui vous parlent de leurs problématiques, et c'est vraiment passionnant. Donc c'est aux éditions de l'Aube, et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Valérie. Bonjour à vous. Refus d'obtempérer, c'est le sujet du jour, et c'est hélas le sujet qui revient régulièrement. Plus 11% en un an, près de 26 000, je crois, 26 000 refus d'obtempérer. 4 ou 5, c'est 5 exactement, depuis 48 heures, avec une jeune femme policière de 22 ans traînée sur plusieurs mètres. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut sévir? Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas, je n'ai pas la solution, mais je trouve ça assez choquant. Est-ce qu'ici, un seul d'entre nous effectuerait un refus d'obtempérer? Non. Un policier vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez? Bah oui. Donc j'ai mon permis et je suis assuré. Oui. Et vous n'avez pas de drogue à bord. Exactement. Parce que ce sont les principaux motifs de refus d'obtempérer. 6 Français sur 10 veulent un patron à l'Élysée, un patron comme Sophie de Menton, par exemple, une patronne. Plusieurs d'entre eux y pensent. Xavier Niel, Michel-Édouard Leclerc. Donc qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On va parler de la restauration collective également, avec des photos, en particulier Michel Saran qui a montré le plateau repas, enfin le repas de sa fille, de sa petite fille à la cantine. Et aujourd'hui, le Parisien fait un gros dossier sur les repas à l'hôpital. Sommes-nous condamnés à mal manger? On attend là aussi vos témoignages. Gilles, le zapping avec vous. Petite info qui peut devenir la grande info. Alors là, je suis sur la grande info. À coup sûr, c'est le nouveau best-seller de l'année. Tout le monde veut lire le dernier de ces... alors, je ne sais pas si on dit Epstein ou Epstein. Alors, je vais dire Epstein. Epstein, voilà, on va sur Epstein. Alors, c'est costaud, Valérie. 2000 vidéos, 180 000 photos et 3,5 millions de documents liés à Jeffrey Epstein, qu'on découvre que derrière l'organisateur de Party Fine, c'est un peu ce qu'il a fait connaître dans les médias. C'est plus que des Party Fine. J'allais finir. Se cache un homme d'affaires qui était en contrat avec tous les puissants de la planète. Non, mais c'est juste sur Party Fine qu'on réagit, parce qu'il y a torture, meurtre, séquestration, enlèvement, trafic d'êtres humains. Donc c'est au-delà des Party Fine. C'est juste là-dessus qu'on a sursauté. Tout à fait bien. Voilà, pardon. Et donc un homme d'affaires redoutable. Et que derrière se cache un homme d'affaires redoutable qui est en contact avec tous les puissants, parce qu'on a vu un nombre de puissants cités sans forcément qu'il y ait derrière des recherches, des vérifications et des choses. Et en France, évidemment, ce qui a retenu l'attention, c'est le cas de Jack Lang et sa fille, qui ont attiré l'attention, comme le racontait BFM hier. Jack Lang, explicitement mentionné dans les documents de l'affaire Epstein. Les deux hommes s'écrivaient directement ou via des assistants. Salut Jeffrey, pouvez-vous rejoindre Jack Lang à 19h15 devant le théâtre du Châtelet? Cher Jeffrey, comment allez-vous? Jack Lang demande si vous avez 3 minutes pour l'appeler. D'après l'ancien ministre de la Culture, il aurait rencontré Jeffrey Epstein il y a une quinzaine d'années par l'intermédiaire de Woody Allen. J'assume pleinement les liens que j'ai pu créer à une époque où rien ne laissait supposer que Jeffrey Epstein pouvait être au cœur d'un réseau de criminalité. Si j'en avais été informé, j'aurais stoppé tout net mes relations avec lui. Caroline Lang, sa fille, est également citée. Elle rencontre le criminel sexuel autour de 2012. Jeffrey Epstein lui propose alors de créer une société dans les îles Vierges, un paradis fiscal. Interrogée par Mediapart, elle se défend. Un jour, Jeffrey Epstein nous a dit à mon père et moi qu'il voulait investir dans des jeunes artistes français et internationaux pour les aider. Il a proposé de monter un fonds et j'ai dit oui. J'ai été d'une naïveté confondante. Alors on apprend dans un article paru sur le site de RTL que Caroline Lang était sur le testament de Jeffrey Epstein, testament dont je vous rappelle a été signé 2 jours avant sa mort. Il lui a légué 5 millions de dollars sur les 500 millions de legs, et elle a hier démissionné de ses fonctions de syndicat de producteurs
Cinéma. Mais les indépendants du cinéma. Alors, toujours de la prudence. Jack Lang a réagi, vous l'avez dit. Néanmoins, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de noms qui sont dans ces dossiers Epstein. Tous, par exemple, je voyais, je sais plus qui disait, oui, moi je suis dedans parce que j'ai participé à Davos et qu'il y a des participants. Dès que le nom apparaît, il sort dans les dossiers Epstein. Néanmoins, il y a un mail un peu troublant qui s'appelle Petit Prince, qui de la part de Epstein, qui parle de garçons au Maroc et qui pose des questions à Jack Lang, ou en tout cas à quelqu'un de son entourage, lui demandant quel âge, s'il faut qu'il soit vacciné et quelle particularité. Donc, à vérifier encore une fois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et qu'il faut être très prudent. En fait, il ne faut pas tout mélanger. Non. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a croisé Epstein qu'on est un sadique. C'est pas parce qu'on a reçu de l'argent d'Epstein qu'on est un malade. Voilà. Donc en fait, il faut bien serrer les choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont participé aux opérations d'Epstein et où là, effectivement, je crois qu'il y a matière à un scandale. La société a été créée après 2008. Non, mais je parlais des séquestrations, etc. Je dirais de la délinquance sexuelle qui a pu être liée à Epstein. Puis après, il peut y avoir des choses qui relèvent de l'évasion fiscale. Bon, c'est mal, mais ce n'est pas du même niveau, je dirais, moral que les faits qui ont pu être reprochés à Epstein. Et puis après, il y a des gens qui ont croisé. Et c'est vrai que on peut déjeuner avec quelqu'un et sans pour autant savoir ce qu'il fait dans sa vie privée. Enfin, je veux dire, donc voilà, faut toujours. Mais par contre, c'est avec le mail Petit Prince là que j'ignorais. Ça, c'est effectivement plus troublant et on risque effectivement de tomber sur des choses. Il y a un pianiste, Frédéric Chalin, qui dit: je souhaite faire une mise au point claire et définitive. Il publie sur X: mon nom apparaît dans certains documents. J'ai échangé de façon occasionnelle avec Jeffrey Epstein dans un contexte banal. Il était un possible mécène des arts, donc il a été très sollicité pour avoir de l'argent. Évidemment. Donc il faut effectivement éviter les raccourcis. Mais ce que disait Gilles, ce qu'on disait hors antenne, c'est que la fille de Jack Lang a quand même une fondation, en tout cas un compte dans un paradis fiscal. Mais donc c'est l'évasion fiscale. Donc s'il sera content. Bah oui, c'est oui. Alors moi je partage ce qui vient d'être dit et je voulais le prolonger. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, parce que ce qui nous intéresse, c'est le volet français, comment la presse française va traiter ou ne pas traiter, va s'emparer de ces 3 millions de pages pour l'instant, et alors qu'il y a 6 millions en fait au total, mais pour l'instant 3 millions ont été déclassifiés. Et est-ce que la presse française va faire de l'investigation un peu comme il y avait eu avec les Panama Papers à un moment donné, où il faut dépouiller un nombre incroyable de pages. Pour l'instant, il n'y a que Mediapart qui s'est penché sur le dossier et qui est au tout début de tirer le fil de la pelote. On va voir comment va réagir la presse française. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est savoir est-ce que finalement on va passer ça sous le boisseau, ou est-ce qu'il va vraiment y avoir de l'enquête, ou est-ce qu'on va dépouiller ces documents et est-ce qu'on va en tirer quelque chose? Oui. Ce qui est intéressant dans l'affaire Epstein et de la déclassification, c'est pas tant le fait qu'on trouve des noms, mais c'est effectivement cette montagne de messages et de communication. Oui. Et certains pays effectivement ont déjà avancé parce que certains sont plus friands, en tout cas plus gourmands d'un certain nombre de dérives potentielles d'élite, entre guillemets, puisqu'il s'agit de ça dans l'affaire Epstein. C'est aussi ça qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que finalement on voit un monde qui couvre l'ensemble de la planète, que ce garçon d'ailleurs a dû savoir parfaitement avec l'argent, mobilisé dans ses intérêts, d'abord autour de l'argent, mais aussi pour beaucoup, et c'est très clair, et ça apparaît très nettement, mais des gens qui apparaissent complètement intouchables dans le Gotha ou l'Agora global. Je pense à certaines des noms qui représentent des marques très connues. Du monde politique américain. Et on a aujourd'hui quand même, sur un certain nombre de points, les États-Unis certains ont travaillé beaucoup. C'est assez confondant. Là, on est sur des dates, effectivement, où tout est connu. Et puis des gens qui ont participé sur les îles, parce qu'il avait 2 îles sur lesquelles se déroulait un certain nombre de points de sortie. Voilà, il aime les îles, d'ailleurs, c'est normal, parce que l'île, c'est un endroit où on fait ce qu'on veut, c'est hors du contexte territorial de surveillance. Donc, moi, je suis assez d'accord avec Mathias, il faut que là, pour le coup, il y ait un travail qui soit fait. C'est un énorme travail, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de temps. L'économie médiatique, aujourd'hui, elle n'a pas toujours au rendez-vous par rapport à ça. Or là, je suis assez d'accord, c'est un sujet qui peut pas être banalisé comme ça. On peut pas dire simplement, je m'étais trompé, je me suis... Voilà.
c'est pas le paradis fiscal qui est intéressant. Le paradis fiscal, effectivement, on s'en fout parce que ça pouvait être pour des on s'en fout. On a une fille d'un ancien ministre. Oui, vous savez, alors ça, on découvre malheureusement pas grand-chose parce que le financement, dès qu'on touche au financement de quelque activité que ce soit dans les arts ou ailleurs, ça offre des possibilités. Maintenant, oui, derrière tout ça, il y a quand même cette espèce d'ensemble, alors il faut pas tomber dans le piège aussi de tous pourris parce que l'appartenant, mais malgré tout, il y a une couverture générale d'une partie de cette planète qui est un peu inquiétante quand même. Le cocktail argent et libidineux, ça donne pas un résultat. Non, alors on va se retrouver dans un instant et on va continuer d'en parler avec vous et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, quelques mots encore sur l'affaire Epstein. Brice Sokol, donc encore une fois, être prudent sur. Alors, beaucoup évidemment, le complotisme se régale de toutes ces choses. Ouais. Oui, je pense qu'il faut être prudent. Je pense qu'on citait un peu tout à l'heure hors antenne l'affaire Baudis. C'est-à-dire que il faut faire attention à ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas dans ce genre d'affaires. Parce que ça peut avoir des conséquences humaines, familiales, désastreuses. Après, l'affaire Epstein, ça illustre en fait les années 80-90 de cette mondialisation, j'allais dire, inconséquente, heureuse, irresponsable. Et moi, ce qui me gêne toujours dans ce genre d'histoire, c'est que je voudrais pas que ça nourrisse encore une fois le populisme et le rejet des élites. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est le rapport au pouvoir, le rapport à l'argent, le rapport au sexe, et tout ça, finalement, continue à nourrir cette défiance à l'égard de ceux qui nous gouvernent. Donc, il faut vraiment prendre ces sujets avec beaucoup d'intérêt, évidemment, mais aussi avec beaucoup de précaution. C'est pour ça qu'il faut que les journaux français et ou européens, parce que on peut imaginer des alliances entre des journaux espagnols, italiens, enquêtent et dépouillent et fassent un vrai travail d'investigation. Mais la justice là-dedans, elle est où ? La justice française, je ne sais pas si elle s'est saisie. Pour l'instant, elle n'a pas été saisie. Il y a un appartement avenue Foch dans lequel il s'est passé des choses, visiblement. Oui, mais je ne sais pas si la justice française a été une infraction. Il faut une infraction. C'est ça, Là, on a une infraction fiscale. Bon, donc là, Mais après, s'il y a eu des faits perpétrés sur des enfants, etc., sur le territoire français. Oui. Il faut qu'il y ait plainte et ou que le parquet est censé. Il faut qu'il y ait une victime, en fait. Et moi, je voudrais aller plus loin dans ce débat aussi, à travers ce qui a été publié vendredi et autres. Est-ce que finalement tout cet amas de noms, de personnalités, d'affaires, est-ce que finalement Trump se retrouve pas un peu minimisé dans cette affaire, c'est-à-dire de dire avec tous ces gens-là, est-ce que ça sert la cause de Donald Trump sur cette affaire Epstein? Quel est je pose la question. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Ça dépend un peu de la nature de ce qu'on va apprendre sur Trump par rapport à ce dossier. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est très nébuleux. On sait qu'il a eu des contacts quand même très fréquents et rapprochés avec Epstein. Après, factuellement, si les choses sont... Trump, à mon avis, il n'est pas à l'abri d'avoir des sacrés soucis, quoi. Et est-ce que la justice américaine va tout déclassifier? Parce qu'encore une fois, pour l'instant, la moitié des documents, sur les 6 millions, il y a 3 millions de pages qui ont été déclassifiées. Je crois qu'un certain nombre de pages ont été caviardées en plus. Donc, est-ce qu'il va y avoir une transparence totale ou pas? Reste à savoir comment ça va se passer. Oui. Bon. Moi, je pense que c'est effectivement l'écran de fumée. Je suis pas certain parce qu'il y a quand même une initiative au départ aussi qui est de libérer ces documents, et avec une prise de parole qui a été, certes, l'ensemble est nébuleux, mais moins nébuleux, par exemple, qu'autour de Bill Clinton ou que d'autres anciens présidents américains. Donc on est dans un monde quand même là pour le coup. Le prince Andrew aussi. Oui, non, mais je pense qu'on est dans quelque chose qui est effectivement, de toute manière, un enjeu qui vient proposer une grosse thématique, un gros sujet dans un moment où effectivement aujourd'hui, de toute manière, il n'a pas besoin de ça pour exister. Je vais regarder les journaux français. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas 3 articles sur Donald Trump. Il y a une autre donnée, c'est que avec la levée de ces documents,
il va y avoir peut-être des prises de parole de témoins ou d'acteurs. Parce qu'ils les ont livrés comme ça, en plus brut. Hein. Oui, voilà. Ouais. Et ça risque d'être diablement ravageur pour un certain nombre de gens. Il y a des choses qui peuvent être légales et qui peuvent avoir des effets ravageurs. C'est-à-dire que on mélange. Il y a des choses que les gens ignorent, qui sont parfaitement légales, mais de découvrir que on file de l'argent, on fait des sauteries, etc. Bon, je parle de sauteries partie fine classique. Ça peut choquer, si vous voulez, les gens par leur révélation, en disant quoi ? Mais alors, j'apprends que tel ancien ministre faisait des sauteries avec tel homme d'affaires, mais c'est scandaleux, cette espèce de collusion. Et puis il y a des choses illégales, voilà. Et donc en réalité, c'est ce mélange. Et effectivement, la difficulté, c'est que toute transparence n'est pas forcément bonne. Qu'on fasse de la transparence, je dirais sur des faits délictueux, c'est normal. Après, on peut fréquenter telle ou telle personne sans souhaiter que ce soit mis sur la place publique. Non, absolument. Après. Mais là, ce qui est, visiblement, ce qui sort de c'est quand même l'enlèvement. Vous avez vu ce qui est sorti sur Berlusconi qui dit le vin est meilleur chez moi et on n'a pas besoin de kidnapper les filles pour qu'elles viennent. Les soirées bonga. C'est ça. Donc voilà, le problème c'est celui-là. On a Xavier en ligne. Bonjour Xavier. Bonjour Valérie, bonjour Sud Radio. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Que ça vous intéresse ? Ça vous intrigue ? Ça m'intrigue, ça m'intéresse. Oui et non, disons que je trouve ça pathétique, mais c'est vrai que la population peut-être est friande de ces révélations parce que ça permet de constituer une sorte de défouloir face à des élites qu'on peut parfois mépriser. Après, je tiens à rappeler que la pédocriminalité, ça existe autant chez les riches que chez les pauvres. Oui, totalement. C'est pas quelque chose qui est juste pratiqué par les élites. Par contre, effectivement, oui, c'est vrai que c'est déstabilisant dans l'imaginaire collectif. Traditionnellement, on a tendance à penser que l'élite, elle devrait être pure, elle devrait être ne pas être prise dans ce type de drame et de crimes très graves. Ça casse un peu l'image qu'on pourrait avoir des gens qui sont riches, qui ont réussi et qui en fait peuvent aussi être des monstres, des criminels. Et puis une dernière chose, c'est que ça nous rappelle aussi cette affaire que dans la haute société, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. En tout cas, il y a dans cette hyper-classe mondialisée, il y a quand même une tendance à se protéger, se soutenir, se côtoyer. Et Jeffrey Epstein a bénéficié de la mansuétude de la justice américaine. Il faut rappeler quand même qu'en 2009, il avait été déjà condamné par la justice américaine à de la prison avec sursis pour des relations sexuelles avec des prostituées mineures. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est ce que soulignait Gilles tout à l'heure, c'est que des rencontres ont été faites ultérieurement à cette condamnation, Mathias. Oui, je voulais rappeler que, en fait, c'est une affaire quand même au long cours et qu'en France, il y a déjà eu des répercussions puisqu'il y a un patron d'agence de mannequins, Jean-Luc Brunel, qui avait été arrêté en 2020 parce qu'il était impliqué dans ce trafic humain et qui a été retrouvé suicidé en 2022, début année 2022. Dans sa cellule. Donc il y a des ramifications françaises importantes qui ont déjà eu une onde de choc finalement. Ouais. Absolument. Il faut quand même dire malgré tout que la période où la mansuétude pour Epstein c'était la période de Barack Obama quand même. Hein. Et vous verrez que dans les affaires concernées, cette période-là et les liens avec le Parti démocrate sont quand même très 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 précis. À suivre donc et prudence. Gilles, on continue. Oui, je vais vous parler des chiffres de la sécurité routière. Vous allez d'ailleurs parler ensuite des refus d'obtempérer. Alors il y a une mortalité qui est en hausse dans le dernier rapport du ministère des Transports et qui s'accompagne également. Alors ça c'est un vrai phénomène, la hausse des actes de vandalisme de plus en plus fréquents sur les radars. Les radars sont de plus en plus détruits. C'était dans le 20h de France 2 hier soir. À Marseille, en juillet dernier, un homme pose une charge explosive au pied d'un radar de chantier avant de le faire sauter. Dans le sud-ouest, un autre est jeté dans le feu
à l'aide d'un tracteur. Les radars ciblent de nombreux actes de vandalisme en France. Il y a 15 jours, dans le Maine-et-Loire, 2 appareils sont sciés net le long de cette route départementale. Ici, il y a quelqu'un qui est venu avec une tronçonneuse portative à métal et qui a tronçonné, vous voyez, qui a tronçonné le support métallique. L'appareil était censé limiter la vitesse à 80 km/h. Pour Patrick Rojon, en charge de la lutte contre la violence routière, de tels actes mettent en danger la vie des automobilistes. Alors, le sujet fait que 30 secondes, parce que je vous passe que des extraits de 30 à 45 secondes. J'ai vu le sujet avec un agriculteur qui... Le sujet est assez fou et vraiment, ils regorgent d'idées pour vandaliser les radars. Oui. C'est intéressant parce que tout à l'heure, on a eu un débat sur l'affaire Epstein qui rappelait finalement l'apparition d'une espèce d'élite dominante transnationale qui se connaît indépendamment des nations. Exactement d'ailleurs pendant la Révolution française, quand les nobles français, les nobles autrichiens ou allemands avaient sans doute plus de liens qu'avec leur propre population. Et là, on a le revers pour moi de la médaille, c'est-à-dire la rébellion, alors j'ai appelé ça entre guillemets comme en 1789 des paysans en fait, contre la gabelle, et la gabelle moderne, c'est je dirais c'est le radar qui incarne à la fois l'autorité, mais qui est surtout critiqué, à mon avis, moins sur le sujet de sécurité routière que sur le fait que c'est vu comme une pompe à fric. Voilà. Et que quelque part, l'État utilise la violence routière pour se faire de l'argent sur le dos de gens qui ne peuvent pas y échapper, qui doivent travailler. Après, ce qui est inquiétant, c'est que il y a la rébellion, on va dire classique, entre guillemets classique, j'achète une tronçonneuse, tout le monde peut avoir une tronçonneuse à métal. La charge explosive, en revanche, c'est un mode opératoire qui est pas commun. Non, c'est que moi, je n'aime pas les radars. Maintenant, j'aurais plus moyen d'acheter une tronçonneuse que de trouver une charge explosive. Donc ça, on est quand même dans une dialectique qui est quand même une dialectique un peu guerrière. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Au-delà du volet de la sécurité routière, je pense que il faut pas oublier en fait les gilets jaunes. Les gilets jaunes, le point de départ, c'était les 80 km/h. Pas si vous vous souvenez. Bien sûr. On avait eu avant l'affaire des portiques sous Ségolène Royal. Si vous vous souvenez. Les bonnets rouges, absolument. Là, on a des paysans. Moi, j'écoutais aussi le reportage. Que vous avez cité, disant en fait, oui, j'ai abattu des radars parce que on considérait qu'ils représentaient, comme vous le dites justement, la symbolique de l'État. Et donc derrière tout ça, il y a aussi ce sentiment d'injustice que peuvent ressentir une majorité de Français vis-à-vis de certaines décisions qui pourraient être prises par l'État. Et ce sentiment d'injustice, de déclassement, c'est un vrai ressenti, je veux dire, dans le périurbain, dans le rural. Et c'est vrai que malheureusement, le radar symbolise cette injustice que ressentent une majorité des Français. Oui, on va continuer. On a Jean-François qui voulait réagir sur les radars. Et je sens que vous aussi, Jean-Christophe, vous êtes chaud sur le sujet. À tout de suite après les infos. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Tous les jours de 7h, Valérie Expert. Alors, on doit vous dire quand même que l'affaire Epstein nous occupe et si ça vous intéresse que vous parlez anglais, vous tapez Epstein Files et vous tombez sur le site du département de la justice, vous tapez un nom et ça vous sort tous les mails qui ont été échangés entre cette personne et Jeffrey Epstein. Donc il y a ce qu'on disait tout à l'heure, des mails qui n'ont aucun intérêt, des mails de business, mais on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en contact avec lui. Et une auditrice, Ophélie, m'envoie un extrait donc de Mediapart. Vous disiez que Mediapart faisait le job. Et un volet français de l'affaire Epstein s'invite au tribunal de Paris, puisque le suicide donc a éteint le volet pénal en France, mais 2 femmes qui l'accusent de viol ont engagé une action au civil contre ses héritiers. Donc c'est en lien avec Epstein. Donc il y aura forcément, à un moment ou à un autre, une enquête. Nous parlions des radars et on a Jean-François en ligne qui voulait réagir à cet extrait. Non, plus tard. On me dit plus tard. Alors il arrive Jean-François. Alors on va avoir Jean-Christophe qui est là. Moi je trouve que dans l'affaire des radars, effectivement, il y a cette espèce de... Donc de plus en plus de Français qui saccagent... Exactement, Julien Aybry, évidemment cette dimension extrêmement symbolique. Maintenant, c'est pas que symbolique, c'est-à-dire qu'on a un État qui a, allez, on va dire 3300 milliards d'euros
de dette et 1600 milliards de budget aujourd'hui, déficit de l'État, si vous voulez, tous les ans. Et on va chercher 40 milliards d'économies qu'on n'arrive pas à obtenir dans un budget parce qu'on a fait autre chose que du budget, on a fait de la politique et de la pré-municipale, voire de la pré-présidentielle. Et effectivement, les Français ont le sentiment qu'on vient les chercher en permanence avec leur voiture, eux, gilets jaunes, bonnets rouges, je ne sais qui, en tout cas, voilà, sur quelques dizaines de millions d'euros qui sont captés effectivement par ces radars, dont ils ressentent effectivement que c'est comme un côté policier, si vous voulez, dans leur fonctionnement quotidien. C'est-à-dire qu'ils sont forcément, eux, ceux vers qui on va se tourner pour aller chercher l'argent et que l'État lui-même ne fait aucun effort. Et je vous le redis, si vous regardez le déficit de l'État, si vous regardez le budget de notre État, son rendement au final pour cette énorme somme d'argent qui chaque année vient creuser le déficit de l'État sans aucun effort sur qu'est-ce qu'on fait et avec le budget de l'État, le fonctionnement de l'État aujourd'hui, quand vous êtes déjà un Français et que vous passez devant un radar, effectivement vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller casser le radar. Alors avec une charge explosive, une hache, ce que vous voulez, même de manière plus symbolique, c'est presque étonnant que vous ne l'ayez pas plus souvent parce que c'est véritablement ça dont il s'agit. Et ce décalage qu'on voit entre l'État qui ne fait aucun effort, le mammouth dont parlait Claude Allègre il y a très longtemps et aujourd'hui qui ne produit que moins de résultats encore qu'à ce moment-là, vous vous dites, il y a quelque chose qui marche pas et peut-être que vous avez envie effectivement de péter le radar qui lui est bien efficace parce que une fois que vous êtes flashé, c'est illégal, ça va très vite. C'est illégal de péter un radar. Précisons-le. C'est légal de respecter les limitations. Oui, aussi. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est la méthode. Mathias Leboeuf. Que les gens pètent des radars, ça peut s'entendre et c'est pas très nouveau. Et il y a eu un moment où les gens bombaient ou mettaient un coup de marteau. Voilà. Moi, je suis quand même très surpris de voir que on y va à la charge explosive. La charge explosive, c'est pas rien. Tout le monde n'en a pas chez lui comme ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un symptôme quand même. Il y a une mouvance alternative très forte, organisée, qui passe à l'acte. Insurrectionnel. C'est ça, parce que ça peut être des masques différents. Celui qui attaque à la tronçonneuse, il y a un côté entre guillemets un peu de droite, c'est-à-dire l'État est incapable d'assurer la protection des frontières, il est incapable de contrôler les pédophiles qui font des choses dans l'affaire Epstein, et moi on m'assigne à résidence parce que je fais ma départementale et on vient emmerder parce que j'ai dépassé de 15 km/h. Donc l'État est inefficace avec les puissants, mais il vient, m'empêcher. Moi aussi, j'ai droit à la mobilité, ce qui était d'ailleurs le thème des Gilets jaunes et des bonnets rouges. Alors que la charge insurrectionnelle, c'est je m'attaque à l'État, je suis dans une optique de guérillero, et donc, entre guillemets, c'est une attaque plutôt venant de l'extrême gauche, de mon point de vue, un peu basique. Alors, on a trouvé Jean-François. Les radars, est-ce que vous comprenez que certains puissent avoir envie de les détruire? Je rappelle que c'est illégal et qu'effectivement, on doit respecter normalement les limitations de vitesse. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur le radio. C'est sûr, les gens coléreux, s'ils ont été pris 2 ou 3 fois, surtout dans des espaces où... Allez, on va dépasser de 15 km/h. Il n'y a personne, il n'y a que des maïs à droite à gauche. Et on se fait flasher parce que ça descend un peu. Et on a un contre-jour au tableau de bord, etc. Là, c'est cruel, ça fait mal et ça fait renter. La pression monte dans l'organisme et dans le cerveau. Si on raisonne un peu, avec un âge avancé, on oublie. On rentre à la maison et on se désaltère et que ça passe. Par contre, avec modération. Là où il en faudrait, il n'y en a pas. Ouais. Je vous cite un chef-lieu de canton, Stoumoulou, dans le 64, c'est marqué 50, très bien. Les passages pour piétons, ils n'ont pas de clignotant orange pour rappeler l'hiver qu'il y a des piétons qui veulent traverser et que les traçages au sol disparaissent avec l'érosion de l'atmosphère. Et puis il y a des gens qui sont pressés le matin, ils sont à la bourre, ils sont pas excusables, mais ils sont à 70-80. Donc tous les gens qui vont à la boulangerie, qui vont au bureau tabac, à la pharmacie, ils sont entre deux. C'est dangereux. Et là, je suis pas maire de Soumoulou, je me présente pas non plus, mais il va me dire que c'est pas de son ressort. Alors qui dans le 64 va mettre des radars à Soumoulou, parce qu'il faut y passer le matin. Ben oui.
Et oui, mais c'est vrai que théoriquement, parce qu'on sent aussi une forme de rébellion sur la limitation de vitesse, hein, globalement. Alors, Brice Sokol, les maires vous en ont parlé, de la question des radars? La question des radars, oui. Enfin, la question des radars est un sujet pour un certain nombre de maires. Merci Jean-François. Notamment dans les petits hameaux, dans les villes moyennes, à proximité des écoles, pour des raisons évidemment de sécurité. Mais juste pour revenir sur ce sujet-là, encore une fois, c'est toujours ce sentiment d'inégalité. C'est ça. Enfin, un peu toujours les mêmes qui sont mises à contribution. Et puis il y a eu tellement de voitures bashing. Il ne faut pas oublier que la voiture, c'est pour une majorité de Français un instrument de liberté. Voilà. Et que le radar, évidemment, il faut respecter les limitations de vitesse, bien évidemment. Mais encore une fois, on vient restreindre notre seule, peut-être, et unique liberté d'aller et venir à travers cet outil qui est l'automobile. Il y a eu beaucoup de campagnes depuis des années un peu contre l'automobile. Et c'est vrai que ça peut être aussi une manière pour beaucoup de gens de se dire, voilà, ça suffit, quoi. Voilà, l'État, on y contribue. L'État est parfois, on a le sentiment qu'il est injuste. Et en plus, ils viennent nous chercher là où il nous reste un peu de liberté. Oui, enfin... Oui, je le comprends, mais en même temps, c'est la loi, il y a une règle, il y a des radars. Bien sûr. Il y a tellement de règles. Quelle est la liberté d'enfreindre, de dépasser? Je dis pas que ça m'arrive pas, évidemment, de rouler un peu plus vite avec prudence quand il y a des, comme le disait Jean-François, quand il y a des maïs des deux côtés. Mais néanmoins, si on se met à contester les lois de la limitation de vitesse, sauf qu'en l'occurrence, la sécurité routière, c'est une des rares compétences qui relève plutôt de l'exécutif. Il n'y a pas de débat au Parlement sur par exemple, quand le 80 km/h, c'était une décision de l'exécutif. Et donc, je dirais, pour le coup, on est sur un schéma où finalement c'est un quasi-impôt qui n'est pas vu par le Parlement et sur lequel il n'y a jamais de débat, alors qu'il y a peut-être une absence de consensus, et on doit aussi se poser la question à quel moment on fait confiance aux conducteurs et qui on doit viser. Moi, je crois qu'il faudrait vraiment viser les chauffards et peut-être avoir plus de tolérance pour les gens qui oublient parce qu'ils ont dépassé de 10 km/h, parce qu'ils jugent que sur cette route, sur ce tronçon-là, c'est pas risqué. Et juste pour compléter ce que tu viens de dire, moi j'irais même encore plus loin, c'est-à-dire que moi je suis plutôt un fervent défenseur de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, poser des radars, est-ce que la vision nationale de l'État en matière de sécurité s'applique partout de la même manière sur l'ensemble des territoires? J'en suis pas certain. C'est-à-dire que la problématique ce que disait notre auditeur. Oui, bien sûr, la problématique du radar au fin fond de l'Aveyron n'est pas la même qu'à Dunkerque ou n'est pas la même qu'à Avignon. Donc voilà, il faut aussi laisser parfois le bon sens aux élus locaux et travailler sur ces thématiques de la sécurité routière en concertation avec les collectivités locales. En sachant qu'un élu local, un radar, c'est jamais très populaire. Je pense que si on laissait aux maires... En concertation, Voilà, même les présidents de département... il faut faire, disons qu'il faut quand même bien. On l'a vu sur les 80 km/h. Vous avez les 80 km/h, je parfaitement. Ça vous plaît, Emmanuel, on est tous spontanément anti-radar. Il faut rappeler que les radars ont quand même une vertu, c'est d'amener à ralentir. Non, mais spontanément, quand tous, bien sûr que. Je suis anti-taxation, les radars, ça, pardon de le dire comme ça, mais ça emmerde tout le monde, quoi. Mais faut rappeler quand même que la baisse de la vitesse sur notamment un certain nombre de routes amène la baisse des accidents et de la mortalité. Les radars, c'est très symbolique, on revient à ce que vous disiez, parce qu'aujourd'hui, un radar, il est moins performant en termes de captation des irrégularités parce qu'il est signalé. Il faut arrêter, quand on roule, on sait très bien que, et quasiment tout le monde, là c'est pas un problème de niveau social, ou quasiment sur son téléphone ou dans la voiture, un instrument qui permet de prévoir ce qu'ils sont signalés. Aujourd'hui, la destruction, si on veut les orienter, c'est ces voitures mobiles d'entreprises privées qui vont capter de manière aléatoire, en tout cas pas aléatoire pour ceux qui surveillent, et c'est la réalité. Donc on est vraiment dans l'axe symbolique, parce que le radar aujourd'hui, celui qui capte, c'est vraiment celui qui roule vraiment très peu, qui est pas équipé, qui a loué une voiture et qui n'a oublié de charger l'application qui va avec, et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est très 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 symbolique et très fiscal. Martine, dans 5 ans, on aura des voitures autonomes et c'est elles qui choisiront à quelle vitesse on va. Dans mon département, nous dit Martine, les agriculteurs les ont bâchés et ont mis des pneus et non détériorés. Voilà. Donc c'est respectueux. Ça peut provoquer des accidents parce que quand ils sont annoncés, tout le monde
monde freine, ça c'est sûr. Et ne pas oublier que Monsieur 80 km/h a été nommé au conseil d'administration de Atos, fabricant de radars. Pur hasard, c'était Édouard Philippe, effectivement. Cool. Et puis Muriel nous dit, par contre, dans certains villages du Tarn, ça roule n'importe comment. Est-ce que dès qu'il n'y a pas un képi, la plupart des radars sont juste placés où ça rapporte, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. On se retrouve dans un instant, on va parler des refus d'obtempérer, plus 11% en un an. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Ça les sucré. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue de parler de voitures, mais d'une autre manière. Les refus d'obtempérer sont en hausse. C'est incompréhensible. Plus 11% sur un an, 28 000 refus d'obtempérer l'année dernière. Plus d'un tiers constituait une mise en danger de la vie d'autrui. Et on a vu au cours des dernières 48 heures, 5 refus d'obtempérer, dont un avec des images effrayantes. Je ne sais pas si vous les avez vus, d'un véhicule qui a fait demi-tour et qui a foncé volontairement sur le véhicule de police. Un autre refus d'obtempérer a traîné sur le véhicule a traîné sur plusieurs mètres une jeune femme policière de 22 ans. Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène, je n'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à y mettre fin, ou qu'on n'arrive pas à être plus sévère. On a beaucoup de réactions. Pierre est en ligne avec nous. Bonjour Pierre, vous nous appelez de Toulouse. Bonjour. Oui, j'ai téléphoné parce que franchement, on considère que l'automobile est en France une arme par destination. C'est les tribunaux qui le disent systématiquement. Si vous heurtez un véhicule volontairement avec un autre véhicule, c'est une arme par destination. Et là aujourd'hui, on a l'air de dire que un gendarme qui se fait renverser par une automobile, voilà, on va le condamner, la personne en face, mais derrière on ne le condamnera pas de façon très stricte. Et moi je crois que justement, il faut voter une loi pour qu'il y ait une légitime défense, comme si la personne vous tirait dessus, puisqu'on considère que l'automobile est une arme par destination. Sinon, évidemment, ça va continuer comme ça pendant des années, et il n'y aura jamais rien, et ce sera toujours ces pauvres policiers et gendarmes qui seront totalement non considérés. Qui sont les premières victimes, enfin pas les premières victimes, qui sont parmi les victimes, mais on voit qu'il y a une fillette de 5 ans qui a été tuée suite à un délit de fuite. C'est délit de fuite, refus d'obtempérer, c'est très choquant. Donc il faut quoi ? Il faut les mettre en prison tout de suite dès qu'ils sont arrêtés ? Parce qu'ils savent qu'ils ne craignent rien. En tout cas, il faut que le comportement de l'État, comme dans beaucoup d'autres secteur soit beaucoup plus prévisible et compréhensible. Aujourd'hui, pourquoi on est passé d'ailleurs de ce refus d'obtempérer qui est, je ne vais pas le banaliser, mais celui de la non-assurance, celui du sans permis qui existait. Là, on est dans des versions très criminelles. C'est-à-dire qu'en général, on est sur d'autres paramètres autour, mais qui du coup font que on est aussi dans une conflictualité avec l'État qui est différente. Sincèrement, lorsque vous avez un doute, et ce doute, c'est quoi ? Le doute de l'État, le doute républicain, c'est quoi ? C'est comment les policiers ou les gendarmes, lorsqu'ils sont face à ce genre de comportement, peuvent réagir. Alors oui, ils n'ont pas grand-chose à faire, sauf d'essayer de retenir la voiture et d'espérer qu'il y a un bouchon, quelque chose qui bloque la voiture. Ça a été le cas notamment dans le cas dont vous parlez à Argenteuil. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très symbolique, encore une fois, d'une faiblesse, mais qui n'est pas une faiblesse au sens où on veut être faible, mais une faiblesse de définition de ce que peuvent faire les forces de l'ordre dans une situation de ce type. Ils ne peuvent pas tirer, bien sûr, pour l'instant, et il y a légitime défense ou pas légitime défense, en tout cas, il n'y a pas d'utilisation d'armes. Vous allez vous mettre en face, vous allez vous faire écraser, vous mettez une voiture, alors regardez la dernière fois, des voitures se sont percutées, des voitures de police et ainsi de suite. C'est très dangereux, vous mettez en danger potentiellement les gens qui sont autour, et si vous ne faites rien, eh bien évidemment, les choses vont continuer, parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a nos limites, c'est-à-dire que c'est une zone à comportement libre. Et donc, c'est vraiment une des zones où vous devez avoir une réflexion très précise, où le politique, et pas là pour le coup la police ou la justice, le politique, je me tourne vers Julien, doit avoir à ce moment-là une réflexion très forte, définitive sur ce sujet, collective, et pas politisée au sens... Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui d'État qui doute, d'État qui est faible, et d'autorité qui est... Mais c'est puni normalement de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Oui, mais ça veut pas dire... ça veut pas dire que vous réglez le problème sur le moment, et avant que ça se passe, excusez-moi, mais c'est une fois que ça s'est
faits, c'est trop tard. C'est avant que ça doit se passer. En fait, l'arsenal juridique est assez important et on est assez armé parce que quand les forces de l'ordre sont mis en cause et qu'il y a une mise en danger des forces de l'ordre, c'est de 5 à 7 ans. Et en plus avec une amende qui va jusqu'à 100 000 €. Bon, alors l'amende, on peut imaginer que ceux qui font un refus d'obtempérer s'entendent quand même pas mal, mais en tout cas, la peine prévue est quand même pas négligeable. Moi, je crois qu'il y a un effet un peu, culturel qui est à double détente. Premièrement, il y a plus la peur de la police. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a comme ce que j'appellerais un effet Al Pacino. Vous savez, à un moment donné, Al Pacino est devenu, notamment dans les banlieues, une espèce d'icône. Aujourd'hui, il n'y a pas une série, il n'y a pas un film, il n'y a pas un épisode de série où il n'y a pas un refus d'obtempérer et où on voit le type qui déboîte et qui se barre pour échapper à la police. Et on vit... Enfin, les gens qui produisent ça vivent dans cet imaginaire. Ils ont l'impression que ça va se faire comme ça et que... Moi, je me demande si on mélange pas deux sortes de choses. Il y a le refus, je dirais, le refus classique d'obtempérer, le type qui a pas son assurance, etc., il a peur, etc., il ne conscientise pas le fait qu'il prend un danger. Et puis après, il y a un symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus grave, qui est le trafic de drogue, avec des gens qui, de toute façon, veulent tuer des policiers et considèrent que c'est un clan adverse et donc s'en prennent, je dirais, physiquement. Et donc, le même acte, en réalité, la difficulté, c'est que quand vous voyez arriver une voiture, vous ne savez pas si vous êtes sur Monsieur Dupont qui n'a pas son assurance et qui prend peur, ou sur des gens qui sont résolus, de toute façon, à traverser. Alors, sur l'arme par destination, c'est la jurisprudence qui considère qu'effectivement, quand vous utilisez une voiture pour tuer quelqu'un, ça peut être considéré comme une arme par destination. Et là, effectivement, il faut permettre et faire confiance à la police, de considérer que si on est dans le cas, effectivement, de gens qui veulent utiliser l'arme, la voiture pour tuer, eh ben, on doit pouvoir se défendre. Ce qui n'exclut pas, effectivement, le problème collectif de savoir comment aussi on évite, je dirais, d'avoir de la répression. Mais en réalité, le refus d'obtempérer n'est que la pointe immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que si on démantelait les trafics, on n'aurait peut-être pas ce type de profil. Mais là, par exemple, sur le cas de la jeune policière, quand on lit la description de ce qui s'est passé, elle réussit elle se penche à la fenêtre, elle a enlevé la clé et c'est un chauffeur de VTC qui roulait à contresens, lui donne des coups de poing pour qu'elle lâche le volant et pendant parce que le temps qu'elle retire la clé, le véhicule a continué à avancer, il a été arrêté, il se serait rebellé, refusant d'être menotté, il a blessé 2 agents et c'est un ressortissant libyen âgé de 51 ans qui est en garde à vue, donc c'est effectivement une autre... J'espère qu'on va pas découvrir qu'il était sous occupé. Vous me le retirez de la bouche, voilà. Non mais après, voilà, c'est... Ouais. Ouais. Là, on est ni dans le cas de Monsieur Dupont, effectivement, qui a peur parce que son assurance est périmée, ni dans le cas, enfin, je sais pas s'il est lié au trafic de drogue. Il y a un intermédiaire où il y a des tas de petits mecs, des petits caïds de banlieue. Le problème, c'est que la peur de la police. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Espagne. Je peux vous dire que vous n'avez pas envie mais en Espagne, ils sont la Guardia Civile, ils sont casqués avec les flammes. Aux États-Unis, vous n'avez pas envie de vous en prendre à un policier. On a Sandra en ligne avec nous. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra, bonjour. Oui, bonjour. J'écoutais vos débats et c'est vrai qu'il y a plein de niveaux d'analyse par rapport à ces comportements, mais le premier, c'est une justice sans glaive. Parce qu'en fait, les policiers, je pense qu'ils font leur boulot et malheureusement dans des conditions où ils ont des moyens catastrophiques et surtout des moyens moraux, c'est-à-dire qu'on les soutient pas. Quand Laurent Nunez fait des constats, il pose des constats, mais en fait, il est en action. Il condamne avec fermeté. Non, mais il y a un moment, qui décide? Ils sont acteurs, ils sont pas observateurs. Nous, on peut porter des jugements, analyser des chiffres, mais pas eux. Alors une justice sans glaive, c'est pas compliqué. Des sanctions qui sont pas applicables, pas de moyens pour la justice. Voilà. Une certaine banalisation sur les réseaux sociaux de la violence. Vous résumez. Voilà. Et puis, vous résumez ce qu'on dit. Une politique cadenassée, immobilisée parce qu'ils ont peur d'être traités de racistes, d'exclusion des quartiers, de prendre des décisions parce que des élections arrivent.
Donc en fait, on est toujours dans le même système. Toujours dans le même système. C'est-à-dire que il faut un moment des politiques qui sont prêts à se confronter à tous ces avis ces jugements de racisme et d'autres choses, parce que malgré tout, les citoyens, ils constatent, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que c'est toujours la même chose en fait. Bien sûr. Parce que eux, à l'inverse, par rapport à votre sujet précédent, ils passent à 86 au lieu de 80 devant un radar, ils se prennent bim, et puis si jamais ils payent pas parce qu'ils peuvent pas ou quoi, ils se prennent une majoration, et puis c'est tout en fait. Oui, bien sûr. Oui, un dernier mot, Brice. Oui, moi je partage complètement ce que dit votre auditrice. Le problème il y a 270 000 refus d'obtempérer chaque année, à peu près. Le problème du refus d'obtempérer, c'est que ça met les forces de l'ordre, si vous voulez, pris en étau entre le politique et le judiciaire. Pourquoi le politique ? Vous vous souvenez de l'affaire Naël ? Et donc, dans le cadre de l'affaire Naël, tout de suite, on est sur une logique très dichotomique, comme le soulignait votre auditrice. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez ceux qui vont défendre les forces de l'ordre, et de l'autre côté, ceux qui vont prôner la violence des forces de l'ordre et plutôt défendre le jeune du quartier. Bien sûr, ce qui s'est passé dans l'affaire... Et donc, on est tout de suite dans une logique, un registre politique. Et d'ailleurs, après l'affaire Naël, il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur adressée aux policiers, qui était de dire, avant tout contrôle sur un refus d'obtempérer, il faut quoi ? Du discernement, de la proportionnalité. Mettez-vous à la place des policiers, d'un policier qui agit sur ce genre de scène. C'est extrêmement difficile. Bien sûr. Et parallèlement, peut-être faut-il repenser, ça je ne sais pas, c'est le législateur qui le dira, mais la réponse pénale. Bien sûr. Suivant le type d'infraction et suivant le degré d'infraction dans le cadre de ce refus d'obtempérer. Est-ce que c'est juste, je continue ma route parce que j'ai pas mon permis, parce que j'ai pas mon assurance, parce que je suis un trafiquant de drogue et j'ai de la drogue dans la boîte. Bref. Il faut, les policiers font un travail extrêmement difficile positionné entre le politique et le judiciaire. Bien sûr. On se retrouve dans un instant, on continuera de parler de la police avec vous à propos des polices municipales, Brice Sokol, et puis on va parler également d'un coup de cœur pour vous pour un livre, celui d'Alain Bentelila. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous. Alors l'autre actualité, celle qui a retenu votre attention, Brice, puisqu'on parlait de la police, des policiers, voulait évoquer ce projet de loi sur les polices municipales. On a quelques semaines des élections municipales, le thème de l'insécurité ou de la sécurité est au cœur de la campagne municipale. Et enfin arrive, alors je ne sais pas opportunément ou pas, un projet de loi cet après-midi au Sénat sur justement la réforme des polices municipales et le renforcement des polices municipales. Et je trouve ça intéressant parce que enfin la police va être dotée, va permettre de constater des délits nouveaux, la police municipale, ce qui n'était pas le cas préalablement. Des conventions vont être passées avec le parquet pour garantir une bonne coordination entre les procureurs de la République et la police municipale. Ça c'est intéressant. Ils vont pouvoir avoir accès à titre expérimental aux drones, ce qui était une demande forte de certaines collectivités. Et puis, ils vont pouvoir enfin relever des identités. Parce que vous savez que c'était très mal vécu par les policiers municipaux de pouvoir verbaliser un tapage nocturne, mais pas une agression, par exemple. Eh bien, dans le cadre de ce projet de loi, ils vont pouvoir le faire. Donc ça, je trouve ça à un moment où la sécurité est le sujet numéro 1 de ces élections municipales, qu'on puisse renforcer, en coordination avec la police nationale, nos policiers municipaux. Vous en pensez quoi, Julien Aubert ? Non, mais effectivement, après, on voit bien, je dirais, la file. Néanmoins, la sécurité, ça reste du domaine national. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une justice, si vous voulez, on a une justice sans glaive, comme ça a été dit très bien par un auditeur ou une auditrice. Nous avons une police nationale qui, malheureusement, est parfois sous-dotée. Et donc, le risque, c'est qu'on compense par des polices municipales, mais en fonction de là où vous vivez et de la richesse. Avignon est par exemple une ville pauvre. Bien, la police n'a pas les mêmes moyens qu'à Nice. Or, je pense que les Français ont le droit d'avoir le même niveau de sécurité qu'ils vivent à Avignon ou à Nice. Oui. Moi, je suis très inquiet de ce qui se passe avec les projets autour de la police municipale. Pourquoi
Parce que si c'est pas bien fait, et je dis si c'est pas bien fait, ça risque de transformer les maires en shérifs. Et je crois que c'est vraiment pas souhaitable. La grande question, c'est de savoir effectivement quelle est la coordination avec les procureurs, parce que un officier de police judiciaire, de police nationale réfère donc à un magistrat et accessoirement au procureur. À qui réfère un policier municipal? Il réfère à l'adjoint à la sécurité. Et l'adjoint à la sécurité qui est un élu n'a pas forcément les compétences bonnes pour gérer ces situations. Donc qu'on arme d'armes non létales la police municipale, oui, effectivement, parce qu'il faut pas non plus tomber dans l'angélisme, et il y a quand même un certain nombre de problèmes auxquels sont confrontés les policiers municipaux, auxquels ils doivent faire face, mais qu'on délègue les missions de police nationale ou qu'on se déporte sur la police municipale, moi je trouve ça très inquiétant. Je pense qu'à la limite, il vaudrait mieux nationaliser les polices municipales plutôt que l'inverse. Ouais. Mais le vrai sujet de fond, c'est le désengagement de l'État. Oui, exactement. Que ce soit dans le domaine de la sécurité ou dans le domaine de la santé, on voit naître partout en France des maisons municipales de santé. Pourquoi? Parce que l'État est défaillant. On voit se multiplier les polices municipales depuis 10 ans. Oui. Pourquoi? Parce que l'État ne remplit pas ses missions. Et ce que vous dites est vrai. C'est que la notion d'État, la notion d'autorité, de sécurité publique, c'est d'abord l'État. Et par contre, on est à quelques semaines des élections municipales. Quand vous avez un problème d'insécurité dans une collectivité, vous allez voir qui? Monsieur le maire. Monsieur le maire, qui est responsable de tout et de rien. Vous voyez ce que je veux dire? L'utilisation des drones par la police municipale, moi je trouve ça c'est à titre expérimental. On commence par un titre expérimental. L'utilisation des drones, on nous a dit au JO, c'est à titre expérimental, c'est une situation exceptionnelle, ça ne se reproduira pas. Et puis finalement, on s'aperçoit que maintenant, à titre expérimental, la police municipale pourrait être autorisée à utiliser des drones, parce que je trouve que c'est une dinguerie absolue, parce que pareil, quel contrôle, on va rentrer dans un flicage informatique généralisé, quoi. Et qui contrôle ça? Non, mais ça, on n'a pas besoin d'avoir les polices municipales. On y est déjà, si vous voulez. Effectivement, ça pose le débat du régalien, c'est-à-dire l'État qui s'occupe de beaucoup de choses. Je parlais d'ailleurs de son budget. Si vous le raccrochez à celui des collectivités territoriales et ensuite de la sécurité sociale, il y a inefficacité sur le régalien. On est inefficace sur l'éducation, sur la justice, sur la police, sur la santé. Effectivement, là où l'État doit être au rendez-vous, malheureusement, pour plein d'autres raisons, il n'est pas au rendez-vous. Et du coup, il faut trouver des parades. Ça, c'est un premier point. Après, vous avez la prochaine étape. La prochaine étape, c'est pas la municipalisation de la police, c'est la privatisation de la sécurité. Et donc, quand vous rentrez dans ce fil, que vous tirez ce fil de la municipalisation, qui est une solution, effectivement, qui va permettre à certains... Enfin, en tout cas, c'est une réponse. Je sais pas si c'est une solution, mais c'est une solution pour être présent, parce qu'effectivement, les maires se voient confrontés à l'exigence normale de la sécurité par leurs citoyens. Ils doivent trouver des parades. Vous aurez, dans la foulée, c'est pas maintenant, c'est dans quelques années, une privatisation par zone géographique donnée de cette sécurité. Et donc, à partir du moment où l'État n'est pas là, oui, d'abord, il se municipalise, donc gouvernement local. Et pour être régional, regardez, vous parlez de l'Espagne tout à l'heure, il y a des niveaux de police. Et moi, je pense que d'ailleurs, le président de la République verrait dans les prochains mois après l'élection municipale, ne se privera pas de participer à la campagne présidentielle à travers certaines initiatives. Et cet axe de décentralisation, ou plus que de déconcentration, d'ailleurs, décentralisation de la police et donc la sécurité, sera un des grands enjeux, parce que vous irez plus loin. Parce que si vous enlevez au national une partie de cet enjeu, vous verrez que la campagne sera très différente. C'est pas une décentralisation, c'est une décomposition. Voilà. Alors, masque. Et je pense qu'il aura des initiatives là-dessus. Comment masquer les gens faisant des coup de gueule. Ah oui, alors moi, j'ai découvert ça parce que effectivement, ça m'était pas apparu. Vous savez qu'on est un pays où la migration, on le voit depuis quelques années, progresse en volume. Je parle pas de qualité, je parle de quantité. Et évidemment, incroyablement, le marché à la fois corporate, c'est-à-dire classique du privé, mais aussi l'avocature, c'était des avocats, s'associent depuis 2-3 ans, voient fleurir un business de l'accompagnement pour la régularisation des étrangers. Et c'est une explosion de sociétés
qui pratiquent des tarifs d'ailleurs exceptionnellement élevés, mais aussi de très nombreux avocats, parce que évidemment pour pouvoir faire ce travail vous avez besoin d'être avocat, et donc il y a un incroyable business qui s'est fait à la fois en privé puisque les gens payent, mais aussi nous payons aussi, parce qu'avec l'aide juridictionnelle vous pouvez alimenter à ce moment la procédure judiciaire. Et je trouve ça incroyable que on regarde ça de trop loin. Alors pour certains c'est évidemment quelque chose qui n'est pas normal par rapport à la migration, et moi je trouve ça anormal dans l'idée que non seulement il y a une progression du chiffre d'entrée, évidemment, je le redisais, quantitative, des gens qui demandent à être régularisés ensuite parce qu'ils sont évidemment irréguliers, mais ils veulent se régulariser. Et l'État, finalement, ne contrôle pas un business qui, depuis 2 ou 3 ans, est devenu florissant autour de la régularisation potentielle, encore une fois entre liens de sociétés qui sont nées uniquement pour ça, à tel point vous vous rendez compte à quel point quantitativement c'est un business, et de l'autre côté les avocats qui, à travers l'aide juridictionnelle, utilisent l'argent public pour pouvoir faire ce beau travail. Le capitalisme n'est pas toujours l'ami de la démocratie. Exactement. Pas toujours vertueux. Ce sont des chiffres impressionnants. C'est invraisemble. Invraisemblable. En même temps, les gens qui ont la nature veulent être régularisés et qui, estiment avoir des droits, ont besoin d'être défendus. Oui, mais là, on va très au-delà, Mathias. C'est une tendance business, c'est-à-dire qu'on a une explosion florissante, et les gens qui le font pas pour le bien de ceux qui veulent être régularisés, parce qu'en plus les chiffres sont très faibles, donc en fait leurs résultats sont assez moyens, parce qu'en fait en réalité ils sont pas très performants. Par contre, au passage, ils ont vraiment dépensé l'argent public, je le redis, parce que ça c'est quelque chose qui devrait aller à d'autres citoyens qui font face à la justice et qui du coup peuvent pas forcément avoir accès à l'aide juridictionnelle. Et vous avez ensuite ces entreprises qui, je vous le redis, sont très nombreuses et pratiquent des tarifs impressionnants pour chacun des cas. Voilà. C'est pas illégal. Non, mais c'est comme les associations qui renseignent sur comment squatter. Bien sûr. Si vous voulez savoir comment on squatte un logement, vous avez des associations qui vous expliquent toutes les ficelles du droit. Et comment ne pas être expulsé. J'avais discuté avec quelqu'un qui s'occupait de l'accueil des migrants et qui m'expliquait qu'ils avaient tous le langage, les bons arguments, tout était fléché. J'étais allé voir un jour des migrants comme ça, ils avaient tous la même histoire. Ouais, c'est ça, absolument. On va se retrouver dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio et on va parler d'un livre et d'un film. On va finir peut-être un peu plus apaisé. Culture, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, allez, un petit peu de culture. Alors avec vous, Mathias, c'est plus que de la culture, c'est de la politique. Vous vouliez parler de ce livre d'Alain Bentelila qu'on va recevoir d'ailleurs dans une dizaine de jours. Ici, c'est quelqu'un que j'aime infiniment, qui est sais pas si on voit. Voilà, ça s'appelle Demain la barbarie. Alors figurez-vous que moi, quand j'ai eu ce livre dans les mains, je me suis dit, oh là là, le titre, Demain la barbarie, ok, encore un livre racoleur. Je me suis dit, oh là là, encore un bouquin sur l'échec du système scolaire, un de plus. Et en fait, pas du tout. C'est un livre qui est passionnant. C'est un livre à la fois diagnostique. Et effectivement, le diagnostic est pas très bon, puisque ce que dit Alain Bentelila, c'est que l'illettrisme progresse. C'est un livre réquisitoire, mais c'est aussi un livre programmatique. Alain Bentelila, c'est un linguiste. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que il fait pas qu'œuvre de linguiste, il est un peu anthropologue et sociologue, et il montre effectivement que l'illettrisme progresse, et que le fait que l'illettrisme progresse pose un vrai problème de civilisation. Juste ce qu'il précise dans son livre, parce que moi je l'ai, pas découvert, mais illettrisme, ça ne veut pas dire ne pas savoir lire. Non. Ça veut dire ne pas comprendre ce que l'on lit. C'est le premier chapitre. Ça veut dire en gros, c'est pas un analphabète. Et effectivement, on peut confondre illettré, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire. Or, lui explique qu'aujourd'hui, des gamins à qui vous racontez une histoire, ou qui lisent une histoire, sont incapables de vous dire ce dont ils ont entendu parler. C'est une mauvaise maîtrise de la langue, c'est avoir un langage pauvre, et il s'aperçoit que finalement ces gamins qui sortent du système scolaire en ayant un appareil linguistique extrêmement pauvre, en fait, sont plus enclins à être en proie à la violence, parce que quand on a un langage pauvre, on n'arrive pas à décrire ce qu'on vit. Quand on a que 200 mots ou 300 mots pour dire le réel, on est dans bien, mal, bon, mauvais, oui et non. Et forcément, cela pose un vrai problème de
de société, et ça, ce qui va alimenter à la fois une certaine forme de violence, et puis qui laisse ces gens qui sont démunis face à justement tout un tas de gens qui peuvent récupérer leur cerveau face à leurs employeurs éventuels aussi. Et Bentolila radiographie en fait c'est ce biais anthropologique d'une façon très précise, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose dans ce livre, c'est que au lieu de rejeter la faute et d'être uniquement procureur et de rejeter la faute soit sur le système scolaire, premièrement, il y a quand même un réquisitoire assez implacable, hein. Mais donc de rejeter la faute sur le système scolaire ou sur les parents, il appelle à une sorte de contrat social renouvelé entre d'une part les parents et d'autre part l'école, en essayant de refonder une nouvelle alliance entre parents et école, et justement en ne les rejetant pas dos à dos. Et je trouve ça très intéressant parce que effectivement, si les parents sont contre l'école et si l'école se défausse, si les parents se défaussent sur l'école et que l'école n'arrête pas de dire bah oui c'est la faute des parents, on n'y arrivera pas en gros. Donc il faut arriver à retrouver une forme d'alliance et de travailler ensemble. Et pour ça, il met en place un espèce de programme qui est, articulé autour de ce qu'il appelle des vertus. C'est un peu des cercles vertueux. Alors, je vais en citer quelques-uns. Il y en a 7, mais choisir l'ambition contre la compassion. Alors, comme ça, formulé comme ça paraît être des grandes idées un peu creuses, mais il développe évidemment chaque cercle vertueux. Apprendre à déjouer l'immédiate évidence, oui, bien évidemment, résister au sectarisme et surtout comprendre et questionner fermement les textes, apprivoiser le livre avec patience, retour au livre, à la lecture, à l'apprentissage. Ça implique que les parents soient présents aussi, donc il y a aussi une responsabilité des parents. Mais ce que lui dénonce depuis des années, c'est la pauvreté du langage des enfants qui fait qu'on arrive à la barbarie et à la violence parce qu'on est incapable d'exprimer ce qu'on a à dire. Ce qu'il montre, c'est que finalement, la pauvreté de l'apprentissage, de la lecture, du retour au texte, de l'effort de lire, et donc qui appauvrit, encore une fois, le vocabulaire des individus qui sortent du système scolaire en parlant à peine français. Encore une fois, plus vous avez un vocabulaire faible, plus votre appréhension de votre réalité est frustre. Et plus vous avez une appréhension de la réalité frustre, plus vous êtes enclin à la violence, moins vous êtes capable de créer des rapports avec les autres. Ce livre est passionnant. Il parle d'ailleurs dans ce livre de ghetto du langage. Exactement. C'est-à-dire que lorsqu'un vous avez 6 ans et que vous devriez connaître 1200 mots et que vous en connaissez que 300, c'est un ghetto du langage. Et vous avez raison, la perception du réel est tout à fait différente. Et ce qui est intéressant, c'est il y a eu toute une polémique, il a lancé une polémique à raison contre Jean-Luc Mélenchon, lorsque Jean-Luc Mélenchon disait que le français est une langue créole. Il l'a bien dit, il l'a dit explicitement, cet auteur. Il a dit voilà, le créole est une langue à part entière, une langue d'émancipation, une langue de liberté. Le français, c'est différent. Le français, c'est une langue de cohésion nationale. Et il faut surtout pas, dans le message politique, réduire, si vous voulez, le langage à des parcelles de langage. La cohésion nationale, ça passe par la langue. Et je pense qu'il le dit très bien dans cet ouvrage. Mais quand vous avez, quand un enseignant me dit que dans sa classe, en 5e, il a 30 nationalités, il y a un moment, j'avance avec ceux qui suivent. Vous avez 30 nationalités et vous n'avez aucun postulat pour dire vous devez rentrer dans le modèle français. Bien sûr. C'est-à-dire que la base, c'est pas 30 nationalités. Ça peut très bien se passer, 30 nationalités. Mais il faut pour ça que vous ayez une ambition, parler d'ambition, et pas l'inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous avez 400 mots de vocabulaire. Voilà. Vous faites quoi en commun? Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien en commun. On parlait mais à la base, la défaite ne vient pas simplement des parents, ne vient pas de ceux qui vont enfanter avec les 400 mots de langage. Parce que quand vous avez 400 mots de langage et que vous éduquez à partir de 400 mots de langage, peut-être multiplié par 2, et ben vous n'allez pas
produire grand-chose et que l'école derrière dit non, pas de vague. Quand ça marche bien, quand des enfants veulent avancer, on va les remettre avec ceux pour qu'ils n'avancent pas parce que finalement on veut lisser ce problème-là. Donc on est en permanence en train de baisser la garde et surtout, je vous le dis, l'exigence, mais qui n'est pas une exigence ni d'extrême droite, ni de ce que vous voulez, c'est de dire vous appartenez à un ensemble aujourd'hui, cet ensemble c'est d'où il vient, la langue c'est d'où elle vient, pourquoi elle est là, l'histoire et les livres et ce qui va avec sont là pour vous élever et pas pour vous abaisser. Et à partir du moment où on a perdu ça et qu'on a abandonné sur tous ces points, c'est pas étonnant qu'on soit à 400 mots de langage, parce que le reste après c'est que de l'évidence, si vous voulez. Julien, on remet en cause la norme collective, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une norme collective, il faut encore qu'il y ait une collectivité qui veuille l'assumer. Et en plus, je pense que si vous avez 25 élèves qui ont intégré la norme collective et 5 qui ne l'ont pas intégré parce qu'ils viennent d'autres pays, ils vont se conformer parce que toute personne, tout individu veut s'intégrer à un groupe. Ça fait partie, je dirais, le lien social. Mais s'il n'y a pas de groupe, on en bâtit à nouveau. C'est-à-dire que s'il y a 30 personnes qui viennent de 30 nationalités, ils vont bâtir leur norme collective qui va reposer sur des présupposés qui peuvent être totalement différents du reste du pays. Alors, le livre de Bentolila est à la fois quasiment anthropologique, sociologique et très politique aussi, parce que ça c'est au sens quasi grec du terme. Et tout ce que vous venez d'évoquer, c'est justement le dernier chapitre où il parle de défendre l'universel, défendre les valeurs non négociables de l'identité française. Donc c'est ça aussi. Il rappelle une chose, c'est que le premier maillon de ce que c'est que faire société, c'est l'école qui vous m'avez convaincu parce que je viens de l'acheter sur Amazon. C'est vrai, c'est pas bien. Faut aller chez les libraires. Attention. Chez les libraires, c'est vraiment un livre. Mais regardez le procès abominable de l'assassinat de Samuel Paty. Regardez la défense de l'avocat. Regardez ce qui est proposé. Regardez l'environnement. À partir du moment mais qu'est-ce que vous avez en commun à ce moment-là? C'est-à-dire quel est votre commun? Mais de manière, quand vous regardez dans l'histoire, il enseignait. Mais comment il peut enseigner? À partir de quoi? Le contenu des programmes est ajusté pour éviter de créer des vagues. Le contenu des programmes est ajusté pour éviter que les 30, 40, 50... Si vous allez en Suisse ou dans d'autres pays, où ça va très bien d'ailleurs, vous avez 50, 60 nationalités parfois, qui vivent dans un même canton. Et il n'y a pas de problème, on sait ce que c'est être suisse, on sait ce qu'on veut être, parfois même dans le canton où on l'est, il n'y a pas de discussion à avoir. D'autres pays où ça existe, où vous allez saluer le drapeau, ça paraît ringard. Moi aussi, je le trouvais ringard quand j'étais aux États-Unis, ça me paraissait. Mais finalement, à la sortie, peut-être que cette idée de faire un commun, alors vous êtes très nombreux aux États-Unis, c'est encore plus vrai, une belle réalité. Non, mais il faut créer des actes simples. Je parlais de symboles tout à l'heure sur le. Il faut créer, évidemment, et il faut s'appuyer sur quelque chose qui est intangible, qui ne peut pas être discuté. Aujourd'hui, tout peut être discuté, et même dans le programme qui est enseigné dans l'école dont tu parles, vous parlez, Mathias, pardon, dans ce contexte-là, eh bien, il est discuté, il doute. Je vous le redis. À partir du moment où le doute, c'est le problème du mauvais comportement en voiture. Le doute, c'est le problème du mauvais comportement à l'école. Le doute. L'État aujourd'hui, représenté et avec une force politique normalement qui devrait être très grande, avec une administration pléthorique, ne sait plus donner un corps à notre pays. Il y a une chose qui est très intéressante dans ce bouquin, c'est le rapport école-parent qui aujourd'hui est brisé parce que chacun se défausse sur l'autre. Et ça, je trouve ça c'est la conséquence, Mathias. Aussi au cœur du livre. Alors, il faut effectivement absolument lire ce livre. Ça se lit très facilement et c'est passionnant parce qu'il met des mots sur les mots, justement. Chez Istia et compagnie. C'est Istia et compagnie, Alain Bentolila, Demain la barbarie, et c'est absolument passionnant. On va finir avec vous, cher Julien Aubert. C'est un coup de cœur, c'est pour un film, c'est Nuremberg. Alors, c'est pas Demain la barbarie, c'est Hier la barbarie. Et c'est très intéressant. D'abord, le film est magnifiquement porté par Russell Crowe, qui joue Hermann Göring, et Rami Malek, qui joue ce psychiatre chargé d'analyser la psychologie, en fait, des dignitaires nazis qui vont être jugés à Nuremberg. Il y a une question juridique qui est assez intéressante, d'ailleurs, c'est comment on a inventé la justice nationale, sur quelle base on incrimine pour des faits qui n'étaient pas passibles d'incrimination au moment où ils ont été commis. Bon, mais ce qui est intéressant en réalité, c'est la conclusion. C'est qu'on découvre l'incroyable banalité de ces dignitaires nazis qui se sentent à la fois détachés, irresponsables. Ça m'a fait penser d'ailleurs aux Bienveillantes de Jonathan Little, où en fait chacun est un rouage d'une machine, mais tout le monde estime qu'en réalité il n'a pas joué le rôle critique. Et puis, je dirais la conclusion terrible qui est qu'en réalité il n'y a rien qui prédisposait ces individus à devenir ce qu'ils étaient. Et donc lorsque on cherche des solutions idéologiques aux problèmes communs,
et on se dit, voilà, le fascisme va renaître d'idées. Oui, il y a évidemment les idées, mais en réalité, le mal, il est tapi aussi dans des choses beaucoup plus banales et dans des individus qui souhaitaient tout simplement faire triompher l'Allemagne ou avoir une carrière. C'est comme on le disait ensemble, tous les deux, c'est ce film qui illustre Hannah Arendt et la banalité du mal. Bien sûr. Voilà. Et en complément, je vous conseille, si vous n'avez pas lu le livre d'Alfred de Montesquieu qui s'appelle Le Crépuscule des hommes, formidable roman, mais très documenté, où il raconte ce long procès, mais à hauteur d'homme, c'est-à-dire un jeune journaliste. Vous allez y croiser la femme d'Hemingway qui était là-bas. C'est un livre formidable, vraiment passionnant. Il va se retrouver confronté justement à Göring, à ceux qui sont en prison et qui vont être jugés. Et c'est vraiment un très très bon livre qui a eu le prix Renaudot d'ailleurs de l'essai. Le Crépuscule des hommes d'Alfred de Montesquieu. On est très culturel aujourd'hui. Bonjour mon cher Perico. Bonjour Valérie, mais Julien Aubert m'a fait la transition, puisque je vais recevoir Philippe Joseph Salazar, qui est prof et rhétoricien au Cap, qui dit qu'on n'a pas fait le Nuremberg du djihadisme. La machine à fabriquer le fanatisme se porte bien, et pourquoi nous n'avons rien appris de la façon dont il faut efficacement combattre. Je le reçois de 13h à 14h. On ira jusqu'au fond des choses. La police est en danger, messieurs. Oui. Voilà, 4 tentatives de meurtre sur un représentant de la force de l'ordre. Non seulement la peur n'a pas changé de camp, mais elle est plutôt du côté de ceux qui devraient l'inspirer. Et puis nos cerveaux sont-ils lavés par l'écran? Est-ce que la fabrique à fabriquer du crétin numérique se porte bien? Oui, bonne nouvelle. Voilà, donc on pourra avoir plus de djihadistes, plus de machins. Et... voilà, encore les réjouissances de Sud Radio, mais nous avons toujours l'espoir. Oui. Grâce à vous Valérie, parce que votre émission est toujours positive, alors que la mienne est... Pas toujours. Je veux dire qu'on a quelques coups de gueule. À Lille, qui vient de tomber sur un enfant de 5 ans, violé sous soumission chimique. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir l'affaire Epstein. C'est vraiment une époque atroce. Les chiffres des enfants tués... Oui. par leurs proches, leurs parents, chaque semaine dans ce pays, c'est impressionnant. Donc effectivement, on n'a pas besoin d'avoir M. Epstein. Merci à vous, et dans un instant, vous serez en très bonne compagnie avec notre ami Perico Légas. À demain.